Donc nous sommes très heureux que vous soyez parmi nous. Et nous allons faire une annonce, enfin du moins notre amie Carmen Fuangora Blanc va faire une annonce parce que notre site 24 août 1944 va s'enrichir d'un onglet sur les compagnons de la Nueve de 300 fiches que tout le public pourra consulter puisque Carmen met gracieusement à la disposition des chercheurs et des curieux en fait un travail de plus de 10 ans. Mais elle va nous le présenter elle-même. Donc je disais, c'est un travail de recherche que j'ai entrepris depuis déjà 10 ans. Le but étant de recenser et d'essayer de repérer tous les combattants de la Nueve qui ont débarqué en Normandie. C'est-à-dire, c'est pas depuis l'origine de la Nueve, mais au débarquement, compte tenu qu'il y a eu un pointage qui a été fait en Angleterre le 15 juin, et qu'il existe une liste d'embarquement de ceux de la Nueve. Là, on est sûr de ceux qui sont arrivés sans se poser de questions si oui ou non. Donc, ce travail-là, je tenais à le mettre à disposition gracieusement pour toutes les familles, pour les associations de récupération de mémoire historique et ceux qui voudront s'y intéresser, puisque c'est pas un récapitulatif de tout ce qui a été écrit pour ces gens-là. Ce sont les données brutes issues des documents militaires. Ce sont les dossiers militaires qui ne sont pas facilement accessibles pour le public lambda, si je puis dire. Déjà, moi, il m'a fallu 2 ans pour pouvoir accéder à certains. Et également, une source très méconnue qui n'a jamais été exploitée à ce niveau-là, ce sont les dossiers de naturalisation. Et là, il y a une 50aine de dossiers que j'ai pu également exploiter et ça donne des renseignements extrêmement intéressants. Déjà pour les identifier, parce qu'il y en a certains qui, beaucoup, se sont inscrits sous des faux noms et là on arrive à retrouver leur véritable identité, ainsi qu'une partie de leur passé qui a fait qu'ils sont arrivés à rester en France et au moment de la naturalisation, ils étaient bien obligés de donner beaucoup de renseignements. Et ça, c'est une mine absolument intéressante. Donc, pour revenir aux effectifs de la Nueve, il y a beaucoup de chiffres qui circulent. On peut dire que ceux qui ont embarqué pour l'Angleterre, ils étaient 164. Sur ces 164, 127 étaient espagnols. Il y en a 3 dont la nationalité n'a pas pu être identifiée. Les noms étant de consonance peut-être espagnole, mais il y a le même nom qui vient de Chili. Donc on ne sait pas. Dans le doute, on s'abstient. Donc de ces 146 débarqués, il y en a 39, toutes nationalités confondues, qui ont péri pendant toute la campagne. De ces 39, il y en a 22 espagnols. Donc on arrête avec le mythe qu'il n'y ait eu que 16 survivants arrivés à Berchtesgaden. Ce mythe est complètement faux. C'est vrai que c'est très romantique, ça fait vraiment le sacrifice, mais non, ils étaient au moins 40 arrivés à Berchtesgaden et c'est documenté avec des documents militaires. Donc, comme j'ai dit, je ne fais pas la biographie exhaustive, ce sont des données brutes. Après, chacun se les appropriera, mais on a écrit sur certains, mais il y en a beaucoup qui sont restés dans l'ombre. Donc je pense qu'il est important quand même que les familles puissent savoir et puissent s'approprier ces données. Voilà. Un pequeño resumen, no es una traducción, pero justo un pequeño resumen de la compañera Carmen. Pone a disposición en el sitio, está a disposición de todos los investigadores y de todas las personas en el sitio de la Asociación du 24 août 1944. Y ha trabajado sobre los combatientes de la Nueve a partir de las fuentes militares inglesas. Saber cuántos salieron de Inglaterra, se sabe exactamente cuántos llegaron a Francia y de esos 127 eran españoles, 27 franceses
y los 17 que quedan de diversas nacionalidades. Y después, de esos 146, 39 van a morir. Y de los 39, 22 eran españoles. Entonces, y de los 127 españoles que llegaron en Normandía, por lo menos 40 llegaron a Westergaden, el nido del águila. Bueno, ha explicado que el mito que eran solamente 15 que se habían salvado, que es un mito. Los nombres están a disposición, no son biografías. Ella ha utilizado y ha puesto en el sitio únicamente los elementos que están en las fuentes militares, los elementos de base, básicos. Eso. Bueno, y ya está el resumen. Bien. Bueno, ahora vamos a iniciar un recorrido. A partir de aquí es el recorrido que hacemos con los alumnos de colegios y liceos muy a menudo. La original y ya se nos orina. En el 2019, con la alcaldesa, con representantes del gobierno español y en conmemoración del 75 aniversario de la liberación de París y el 80 aniversario del principio del exilio republicano español. Tenemos la suerte hoy de tener con nosotros el street artista que hizo ese mural, que hace parte también de nuestra asociación. Paso la palabra a Juan Chica Ventura. Gracias. Gracias por estar todos aquí. Bueno, mira, para decir unas cuantas palabras, me tiré un mes y pico haciendo el mural. Con un calor tremendo, bueno, más de 40 grados, pero bueno, eso es un detalle. La cosa es que cuando se hizo ese trabajo, al principio no sabía si iba a hacerse en esta pared de todo, sobre todo porque se hizo aquí, porque pasaron por aquí, claro, la columna. Y cuando yo vi aquí hay una placa, entonces decidí de hacerlo aquí. Digo, este muro es para el mural, justamente. Entonces, a partir de ese momento ya se hizo todo el trabajo con la administración, que eso tardó un año y pico, que no veas también la cosa, para hacer un mural como ese. Y bueno, la cosa es que todo este trabajo está hecho con acrílico. Bueno, eso es un detalle también, pero importante para mí porque como soy pintor necesito siempre un poco explicar las técnicas. Una técnica que es una técnica diferente a fresco, que el fresco es una cosa que se trabaja dentro de la pared, es decir, cuando está todo en fresco es cuando se puede pintar ahí y yo lo que hice es pintar directamente sobre el muro. Entonces, por eso que se habla de acrílico. Se podría haber hecho al óleo, pero bueno, el óleo tarda más y el acrílico es mejor. Bueno, dentro de todo eso, la idea era de hacer esos 3 días, el 24, el 25, el 26 de agosto, que son esos 3 días representativos de lo que pasó con la columna Dron, con la 9. Entonces, cuando entraron en París, entraron por la Puerta de Italia. Tardaron casi como 1 hora y media para llegar hasta la plaza del Hotel de Ville. Y bueno, entonces al pasar por aquí, ya claro, se tardó también porque tuvieron que evitar todas las barricadas alemanas, porque había todavía como 20.000 alemanes aquí en París. Y bueno, tenían que evitar entonces todas esas tropas. Entonces, bueno, a partir de ese momento dije, bueno, tengo que hacer algo.
Y el 24 para mí era la presencia entonces de esos españoles, pero bueno, por decir que eran todavía españoles, muchos antimilitaristas, anarquistas, bueno, había socialistas, republicanos, incluso comunistas, pero bueno, esa gente se había tirado 3 años, bueno, en la guerra civil de España, esos 3 años estaban ya bien entrenados, entonces suficiente entrenados para poder meterse. Y bueno, y entonces a partir de ese momento dije, bueno, vamos a presentar la primera viñeta, que es la entrada del abstract en la explanada del Hotel de Ville. Después, el 25, ya es cuando están aquí, ya, bueno, porque se celebra siempre el 25. Una cosa que por eso que nosotros hemos dicho que para la asociación lo importante es celebrar el 24, porque realmente fue ese día que entraron las tropas ahí. Y bueno, se celebra el 25 porque el 25 hubieron unas cuantas batallas, sobre todo en el cuartel, ahí que se ve el cuartel ahí, se ve dibujado, que es la Plaza de la República, que es el cuartel del príncipe Eugenio. Y entonces ahí hubo como unas cuantas batallas porque estaban las brigadas alemanas y todo. Entonces llamaron a las 9, entraron con el tanque, el Sherman, y bueno, así pudieron entrar y pudieron pasar y llegar hasta el cuartel. Hubo como, no sé, unos cuantos heridos, incluso un muerto y todo, del lado de la 9. Bueno, y el 26, claro, ya es cuando ya se celebra ahí la victoria, y es cuando ya están ahí. De Gaulle pide a la 9 de estar detrás para poder cortar y todo. Justamente que las corta ahí, es cuando ya están todos los abstracts y las tanquetas y todo. Ahí es cuando ya se puede ver ahí todo el público que se presenta allí, y ellos entran. Y además hay una historia que dicen que hubo unos tiros y todo ese mismo día, bueno, pero no pasó nada, no hubo muertos ni nada. Incluso también hablan de una bandera de republicana española que se presentó también ahí, y tuvieron que quitarla porque De Gaulle dijo, aquí no se puede presentar ninguna bandera republicana española. Y bueno, y ahí se ven un poco las leyendas. Hemos querido, además de los 3 días, hemos querido añadir algunas reflexiones sobre lo que eran los hombres de la 9 y, más allá de los hombres de la 9, los refugiados y republicanos españoles. En la primera viñeta hemos puesto: en el 36, si tuviéramos este material que tenían los americanos, nos la hubiéramos aplastado a Franco. Eso es para recordar la no intervención de las democracias occidentales contra los fascistas. Vas-y, baisse-le un peu en arrière, là. Tu caches son nom, là. Voilà, baisse-le. Voilà. Merci. Que se inauguró el mural el 24 de agosto del 2019, se inauguró este jardín Federica Montseny. Este jardín, el mural, es una iniciativa nuestra, de la asociación 24 de agosto, a la cual la alcaldía Pero la iniciativa de nombrar ese jardín Federica Montseny es una iniciativa de la alcaldesa, Ana Hidalgo. Entonces nosotros pues estábamos
muy contentos de eso. Y cuando nos paramos aquí con los alumnos, pues les decimos quién era Federica Montseny y lo que hizo durante la guerra y después en el exilio. Yo personalmente la vi aquí en París hablar delante de un público de exiliados de la CNT, principalmente, en la grande sala de la Mutualité, que es una grande sala en el centro de París, donde habían 2.000 personas que se pueden ubicar, y hasta los años 70, hasta la muerte de Franco, en el 75, 35 años después del inicio del exilio, habían aún miles de cenetistas que se reunían y que la oían hablar en la sala de la Mutualité. Y yo era muy jovencito en aquel entonces. Yo me acuerdo que cuando yo hablaba, la Federica, así la llamaban, la Federica, hombres maduros, ancianos, sacaban el pañuelo porque lloraban de lo que decía la Federica, de lo que habían vivido. Se recordaban mucho, sobre todo el 19 de julio y las colectividades libertarias. Era la memoria de lo que se hizo entre el 36 y el 39, ellos no lo olvidaron nunca. Y lo que tratamos de hacer es, nuestra asociación, es hacer conocer lo que hizo la 9, claro, lo que hicieron los resistentes en varios lugares de Francia que participaron en Maquis, aquí en Francia, contra el nazismo, y más allá, después lo que hicieron los deportados en Mauthausen, y más allá los refugiados que aquí desde el 39 hasta el 75 hicieron en su lucha contra el franquismo. Y lucha contra el franquismo, pero también hicieron mucho para recordar la memoria de lo que hicieron, porque para ellos el 19 de julio era una fecha donde pararon el fascismo rotundamente, y eso no lo olvidaron nunca. Sí, entonces Federica Montseny fue ministra en el gobierno de Largo Caballero, unos meses. Entonces se conoce la labor de Federica Montseny sobre todo por el decreto legalizando el aborto para las mujeres, que fue un avance. Se puede imaginar el avance que fue en aquellos años. Claro que las circunstancias del gobierno hicieron que no se extendió a toda España, incluso la República tuvo sus reticencias, y solo se concretó en Cataluña. Pero de todas formas, la labor que llevó en ese sentido, pues hizo que por eso se conoce su labor, porque claro, ser ministra de Sanidad en una guerra pues tiene poca importancia, Los que pesaban pues era defensa, ejército y todo eso. Pero lo más importante es lo que ya se ha dicho, es que fue una oradora fuera de serie. Existen películas del 77, 1977. Habló en un mitin en Montjuïc, en Barcelona, ante 350.000 personas.
350.000 personas y con una soltura y una facilidad totalmente increíble. Nunca llevaba apuntes de ninguna clase, además como era ciega no le servían demasiado, pero sin apuntes era capaz de hablar pues media hora, 3/4 de hora, una hora y media, sin ningún apunte. Y empezaba oraciones, frases así, y uno decía, bueno, ¿y esa cómo la acaba? Pues siempre la acababa y siempre construida. Fue algo muy diferente de muchos oradores. Y también se ha dicho, habló aquí en París, en la Mutualité, cuando el proceso de Burgos. Y habló con una abogada francesa, junto a una abogada francesa, Gisèle Halimi, que también desempeñó un papel importantísimo a favor de las mujeres y que organizó también la posibilidad de que en Francia, pero en los años 70, también se legalizara el aborto. Pues en ese mitin, era el proceso de Burgos, pues en ese mitin Federica Montseny habló en francés, es decir, un idioma extranjero para ella, y siempre igual, sin apuntes y con una facilidad asombrosa. Había 3.000 o 3.500 personas en la sala. Y la abogada Gisèle Halimi estaba mirándola con un aire de admiración, y eso que hablaba muy bien, la abogada, se supone, pues con una admiración increíble. Por cierto, cuando se abra el centro de memoria en París, habrá que recordar que en la inauguración de aquel local estuvo Gisèle Halimi con un mensaje. Pudo estar presente físicamente, pero mandó un mensaje de solidaridad, pensando tal vez en aquel mitin en el que estuvo con Federica Montseny. Bravo. Cantar. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras aquí nos espera el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor. Alza la bandera revolucionaria, sueña el triunfo de la Confederación. Alza la bandera revolucionaria, dale el triunfo de la Confederación. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y con valor. Alza barricadas, a las barricadas, por el triunfo de la Confederación. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación.
africanos de colonias francesas que lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Y hubo el desembarco el 6 de junio del 44 en Normandía, con las tropas aliadas americanas, inglesas, canadienses y algunas franceses. Pero en el mes de agosto del 44 hubo otro desembarco, que menos conocido, en el sur de Francia, en Provenza. Y ese ejército francés, entre comillas, que estaba constituido, ese ejército estaba constituido de africanos, senegaleses, marroquíes, algerianos. Y De Gaulle hace esa placa en el 68, es decir, 24 años después de finales de la guerra. Han esperado menos que los de la 9, pues los de la 9 han esperado por un homenaje de las instituciones a partir del 2004. Pero hay en esa placa, nos paramos con los alumnos siempre, porque hay dos frases que nos interesan, que hacemos nuestra, porque es un llamamiento a la comprensión entre todos seres humanos. Estamos siempre en el recorrido que hizo la 9 el 24 de agosto. Aprovechamos esta estancia aquí para informaros que en el lugar del 33 Rue de Vignol, París 20, que ha sido durante más de 50 años el lugar donde se reunía o estaba organizada la CNT de España en el exilio. Este lugar existe aún y en este lugar hay ahora los últimos que pasaron la frontera. Acá ya están muriendo los últimos, están aún, ahí conocemos a 4 o 5 que tienen más de 90 años, que ya no vienen, pero durante toda su vida estaban allí en el 33 Rue de Vignol. En ese 33 Rue de Vignol también se venía regularmente, antes de los años 2000, Manuel Lozano, hombre de la 9 y de Jerez de la Frontera. Cuando se realizarán los trabajos, porque es un lugar muy viejo, que fue construido a principios del siglo XX, y hay muchas cosas que hacer. Y la alcaldía de París, a quien pertenece el lugar, hace trabajos, y al final de esos trabajos, la Asociación 24 de Agosto ingresará a este lugar para hacer en una gran parte de ese un centro memoria sobre la España republicana, antifascista y libertaria. Una fila para bajar a la playa, estamos locos. Mesdames, Messieurs, dans le cadre du 81e anniversaire de la libération de Paris, vous allez assister à l'hommage rendu au détachement du capitaine Drone, arrivé en précurseur de la 2e division blindée du général Leclerc le 24 août 1944, et en particulier aux républicains espagnols de la 9 qui en firent partie. La cérémonie, présidée par Madame la maire de Paris,
a lieu en présence de M. Fernando Martínez López, secrétaire d'État à la mémoire démocratique du gouvernement espagnol. Mesdames et Messieurs, M. Rafael Morales, de l'associación sociocultural y Club Senderista La Desbanda. Buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, La Desbandá llega a París a homenajear a la 9. Señora alcaldesa, estimada Ana Hidalgo, gracias por invitarnos a actos tan necesarios para no olvidar y homenajear a estos héroes anónimos. Gracias, Fernando Martínez, secretario del Estado de la Memoria Democrática de España, nuestro querido amigo ya de hace tiempo. Gracias por estar aquí también. Bueno, y demás autoridades presentes, a la asociación 24 de agosto que nos ha ofrecido, nos ha guiado y acompañarnos para hacer realidad nuestra presencia, los 50 senderistas memorialistas de la Asociación Desbandá que hoy estamos aquí. Es un honor estar hoy aquí en representación de la Asociación Memorialista La Desbandá para rendir homenaje a un grupo de republicanos españoles que, habiendo sufrido el exilio, siguieron luchando para liberar a Europa del nazifascismo, llegando los primeros a las calles de París, la 9. La 9, aquella compañía de republicanos, en su mayoría españoles, que entró en París un día de agosto del 44. No fue un gesto heroico aislado, ni una nota de color en la historia de Francia. Fue la prolongación de una derrota y el eco de una esperanza. La mayoría de sus hombres venían del exilio, sí, pero antes de eso venían del horror, de la sangre vertida, unos en la carretera de Málaga a Almería, durante la desbandada. Aquellos que sobrevivieron, huyeron y huyeron una y otra vez. Muchos acabaron en campos de concentración como el de Argelès-sur-Mer. La presencia del alcalde de Antonio Parra de Argelès-sur-Mer, querido Antonio, gracias por mantener viva la memoria de ese campo en tu ciudad. Gracias por tu incansable labor a favor de la memoria democrática, y desde la Asociación La Desbandá estamos agradecidos y orgullosos de la colaboración que desde hace años tenemos con tu municipio y con el Memorial del Campo. Esos combatientes eran supervivientes, pero no se conformaron solo con sobrevivir. No aceptaron que la barbarie fascista que había arruinado sus vidas se expandiera por todo el continente europeo. Se alistaron en el ejército francés, no por una bandera ajena, sino por una causa propia, la libertad. Y así aquellos hombres se convirtieron en los primeros soldados aliados en entrar en París en el 44, a bordo de sus tanques bautizados con nombres que les devolvían a su tierra de Guadalajara. Don Quijote, Teruel, Ebro, abrieron el camino de la liberación de la ciudad de la luz. Desde la desbandada sentimos una profunda conexión con estos héroes. Ellos son el eco de nuestra memoria, el grito ahogado de aquellos que cayeron en la carretera de la muerte, en la carretera entre Málaga y Almería. En la determinación de los hombres de la 9 vemos la misma dignidad, la misma resistencia y el mismo anhelo de libertad que impulsó a los miles de civiles que huyeron del terror fascista, franquista, en nuestra tierra. Hoy, el homenaje a la 9, no solo recordamos una gesta militar, honramos la dignidad y la valentía de quienes, a pesar de haberlo perdido todo, se negaron a perder la esperanza para recuperar la democracia y la República de España, que finalmente no consiguieron. Honramos a los republicanos españoles que lucharon por la democracia en el mundo, que les dio la espalda una vez concluida la Segunda Guerra Mundial. Su historia nos enseña que el exilio
puede ser también un lugar de lucha, que la memoria no tiene fronteras y que la verdadera victoria no es solo vencer al enemigo, sino defender los valores que nos hacen humanos. Por último, desde la desbandada nos comprometemos a seguir divulgando su historia para que las futuras generaciones sepan que aquellos que partieron de España con lo puesto regresaron a la historia del mundo con el honor de los libertadores. Que su memoria sea para siempre un faro de dignidad y resistencia. Muchas gracias. Monsieur Aimable Marcelin, secrétaire général de l'association 24 août 1944. Mesdames, Messieurs, señoras, señores, amis de la mémoire de la 9, amigas y amigos de la memoria de la 9, salut. Tout d'abord, merci à l'association Desbanda de s'être joint à nous. C'est vraiment une richesse que d'associer les associations espagnoles qui agissent et les associations de l'exil depuis ici, ce lien commun que, au fur et à mesure que nous avançons, se refait avec l'an dernier, les années passées où nous avions la fanfare de Gijón, El Ventolin, qui était venue. Cette année, nous avons la Desbanda. C'est vraiment formidable, ces liens qui se créent par-delà ces frontières. Voilà. Alors, nous voici au 81e anniversaire de la libération de Paris, mais c'est aussi le 80e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il a fallu encore presque une année entière pour venir à bout du nazisme, une année de souffrance, une année terrible, car l'ennemi, pris à la gorge, s'est défendu avec l'énergie du désespoir et a redoublé d'horreur afin d'effacer le maximum de traces de ses forfaits. Marche de la mort, exécution de masse, extermination accélérée dans les camps de concentration. Mais la rumeur grossissait, même parmi les prisonniers les plus isolés. Le Troisième Reich perdait sur tous les fronts et s'enfonçait dans la défaite. L'espoir naissait à travers les dernières violences. Ces mois interminables d'août 1944 à mai 1945 pour l'Europe ont été marqués par beaucoup de pertes, notamment dans les rangs de la Nueve, puisque c'est durant la campagne d'Alsace que cette dernière est devenue franco-espagnole, tant les morts et les blessés ont été nombreux. Ils furent vainqueurs tout de même. Alors pourquoi ces hommes venus d'ailleurs se battaient-ils? Pour la justice, pour la liberté, pour que plus jamais il n'y ait de guerre. D'ailleurs, au camp de Mauthausen, toutes les nationalités réunies ont fait un serment le 16 mai 1945 qui disait « Voici ouvertes les portes d'un des camps les plus durs et les plus sanglants, celui de Mauthausen. Dans toutes les directions de l'horizon, nous retournons dans des pays libres et affranchis du fascisme. Les prisonniers libérés, hier encore menacés de mort par la main des bourreaux du monstrueux nazisme, remercient du fond de leur cœur les armées alliées victorieuses pour leur libération et saluent tous les peuples à l'appel de leur liberté retrouvée. Le séjour de longues années dans les camps nous a convaincus de la valeur de la fraternité humaine. Fidèles à cet idéal, nous faisons le serment solidaire et d'un commun accord de continuer la lutte contre l'impérialisme et les excitations nationalistes. Ainsi que par l'effort commun de tous les peuples, le monde fut libéré de la menace de la suprématie hitlérienne. Ainsi, il nous faut considérer cette liberté reconquise comme un bien commun à tous les peuples. La paix et la liberté sont la garantie du bonheur des peuples et l'édification du monde sur de nouvelles bases de justice sociale et nationale est le seul chemin pour la collaboration pacifique des États et des peuples. Nous voulons, après avoir obtenu notre liberté et celle de notre nation, garder le souvenir de la solidarité internationale du camp et en tirer la leçon suivante. Nous suivons un chemin commun,
le chemin de la compréhension réciproque, le chemin de la collaboration à la grande œuvre de l'édification d'un monde nouveau, libre et juste pour tous. Nous nous souviendrons toujours des immenses sacrifices sanglants de toutes les nations qui ont permis de gagner ce monde nouveau. En souvenir de tout le sang répandu par tous les peuples, en souvenir des millions de nos frères assassinés par le fascisme nazi, nous jurons de ne jamais quitter ce chemin. Sur les bases sûres de la fraternité internationale, nous voulons construire le plus beau monument qu'il nous sera possible d'ériger aux soldats tombés pour la liberté. Ce monument, c'est celui du monde de l'homme libre. Nous nous adressons au monde entier par cet appel. Aidez-nous en cette tâche. Vive la solidarité internationale, vive la liberté. Par ce serment, les déportés, après pour certains 5 années de captivité, nous donnent une vraie leçon de dignité qui résonne encore aujourd'hui. Mais qu'avons-nous fait de ces engagements? Du programme social proposé par le Conseil national de la résistance en 1944, du plus jamais ça, lancé par tous les déportés dans les camps nazis, tel un cri universel qui devait envahir la planète. Quelques semaines après la libération du camp de Mauthausen et l'arrêt des combats en Europe, les 8 et 9 août 1945, les États-Unis ont utilisé la bombe atomique par 2 fois contre le Japon. Dans Combat, dès le lendemain, Albert Camus écrit « La civilisation mécanique vient de parvenir à son dernier degré de sauvagerie. Il va falloir choisir, dans un avenir plus ou moins proche, entre le suicide collectif ou l'utilisation intelligente des conquêtes scientifiques. En attendant, il est permis de penser qu'il y a quelque indécence à célébrer ainsi une découverte qui se met d'abord au service de la plus formidable rage de destruction dont l'homme ait fait preuve depuis des siècles. » Comme le dit Albert Camus, cet ami indéfectible de la République espagnole, la science a permis un saut technologique dans l'horreur. Mais les premiers bombardements de populations civiles pendant la guerre d'Espagne, entre Malaga et Almería, on vient d'en parler, à Guernica, à Madrid, Barcelone, seront suivis à partir de 1940 de Londres, Varsovie, Dresde et bien d'autres. Pays totalitaires ou démocratiques, ils se sont livrés au même procédé, pour de mauvaises raisons ou de bonnes raisons. Mais y aurait-il, tout comme aujourd'hui, de bonnes raisons à ces massacres de populations civiles? Alors, si ces commémorations qui honorent les combats pour la liberté doivent servir le présent et l'avenir, il faut plus que jamais reprendre les mots des rescapés de Mauthausen pour les rendre audibles au plus grand nombre. Sur les bases sûres de la fraternité internationale, nous voulons construire le plus beau monument qu'il nous sera possible d'ériger aux soldats tombés pour la liberté. Ce monument, c'est celui du monde de l'homme libre. Le monde de l'homme libre. Par cet appel, nous nous adressons au monde entier. Aidez-nous en cette tâche. Vive la solidarité internationale, vive la liberté. À coup sûr, les hommes de la Nueve, les résistants de tous les pays d'Europe, les réfugiés républicains espagnols auraient fait lors cette déclaration. En 1945, bien des pays, des nations, des peuples se réjouissent de la liberté retrouvée. Pour les Espagnols en exil, la fin du nazisme a un goût amer. Contrairement à beaucoup d'Européens, ils ne peuvent pas rentrer chez eux. S'ils rentrent, Franco les attend de façon impitoyable. En cette année 1945, les hommes de la Nueve sont démobilisés. Et à de rares exceptions près, ils ne suivent ni Leclerc, ni le capitaine Dronne en Extrême-Orient. Ils trouveront ici en France à construire une nouvelle vie. Ils ne le savent pas encore, mais il leur faudra plus de 30 ans pour retrouver la démocratie et la liberté dans leur pays. Nous sommes là aujourd'hui pour ne pas oublier les hommes de la Nueve et à travers eux, les déportés de Mauthausen,
et les dizaines de milliers d'Espagnols de l'exil qui continuèrent le combat contre Franco et son régime. Et ici, à cet instant, nous ne les oublions pas. L'association 24 août 1944 fait en sorte que leur nom perdure. Carmen Góngora Blanc, fille d'homme de la Nueve, intégrée dans notre association, est historienne. Elle se livre depuis de nombreuses années à des recherches auprès des institutions militaires pour retracer le parcours des hommes de la Nueve, quelle que soit leur nationalité. Ce travail de fond, elle le met généreusement et gracieusement à disposition sur notre site. Afin d'ouvrir très prochainement un dossier spécifique, pas moins de 300 fiches seront présentées. Elles seront par nature à compléter. Nous ne prétendons pas tout savoir et notre souhait, c'est que ces fiches soient complétées avec l'aide de celles et ceux qui, comme nous, travaillent à faire connaître cette histoire. Merci, Carmen. Qui est ici. Dans le même ordre d'idées, malgré le fait que l'an prochain, une autre personne remplacera Madame Hidalgo, concrétiser ce salut par le don d'une médaille souvenir à Madame Hidalgo. Véronique. Mesdames, Messieurs, je suis très émue de cet événement. Et alors, comme je n'aime pas en plus parler en public, ben, je me suis fait quand même un petit pense-bête. Donc, très chère Anne, d'abord nous comptons sur toi évidemment pour l'inauguration de ce centre, parce que personne ne pourra mieux l'inaugurer que toi. C'est un centre de l'exil républicain et libertaire espagnol à l'automne 2026 normalement. Bon, centre dont tu es à l'origine de la création, avec à l'époque Catherine Vieux-Charrier, qui fut relayée par Laurence Patrice, deux grandes dames de la mémoire parisienne, combattantes. Et nous voulons aussi également remercier vos équipes de travail qui nous ont toujours aidés, et ainsi que l'équipe du protocole qui, tous les 24 août, est absolument au rendez-vous et puis nous offre donc une cérémonie qui est toujours quelque chose qui marque l'événement de l'année. Donc nous sommes très heureux, chère Anne, chère amie de l'Espagne républicaine et révolutionnaire, de t'offrir cette médaille qui est une pièce unique faite par des artisans rouennais et artisans d'art. Anne Hidalgo, maire de Paris. Bon, ben, je suis vraiment très, très émue. Merci aimable, merci Véronique, merci aussi à l'association du club senderista La Levandada, cher Rafael Morales Domínguez. Merci, muchas gracias a ti también, querido amigo, el ministro Fernando Martínez López, y a mi embajador, porque también es mi embajador, Victorio Redondo Baldrich. Merci à toutes les autorités présentes, Chérif, merci beaucoup, à la 2e DB également, et merci à tous les amis qui depuis des années et des années portent cette mémoire de l'Espagne républicaine et des hommes de la Nueve. Je vois ici Evelyne Mesquida, je vois Francis et Claire Roltangui et beaucoup d'autres, et mon collègue d'Argelès aussi que je veux saluer très très chaleureusement. Je suis très émue parce que c'est vrai, vous l'avez dit, c'est ma dernière cérémonie en tant que maire de Paris ici, et je mesure le chemin qu'on a parcouru ensemble, mais ce chemin on ne l'aurait pas parcouru s'il n'y avait pas eu vos associations, votre association et la CNT, et ce combat pour faire en sorte que cette histoire des hommes de la Nueve, soit une histoire qui soit la nôtre et que nous la portions en étendard et non pas comme quelque chose qu'on se transmettait de façon un peu secrète, comme si nous étions initiés à un combat, mais qu'il n'y avait que quelques initiés pour parler de ce combat. Je veux vraiment dire un grand merci à celles et ceux qui ont contribué à mettre en lumière cette histoire
et rappeler, je l'ai fait souvent dans cette cérémonie, le fait que quand je suis arrivée en 2001 comme élue à Paris, première adjointe au maire, un homme, Manuel Diaz, qui était un adjoint de Jacques Chirac, était venu me voir dans les couloirs et il m'avait dit, tu sais, cette histoire-là, il faut que tu la portes, il faut que tu te fasses le devoir de la porter parce que c'est aussi ton histoire. Et j'ai trouvé des grandes dames, à l'époque bien sûr avec Evelyne Mesquida, mais également au musée de la Libération, musée Jean Moulin, Christine Lévis-Touzet, et je me suis fait embarquer dans cette histoire. Et à partir de là, avec les associations, avec la CNT, avec toutes les associations de la mémoire et de l'histoire républicaine, on a pu mettre en évidence la participation, l'engagement de ces hommes de l'Espagne républicaine pour la libération de Paris et pour continuer à lutter contre le fascisme après avoir combattu le fascisme en Espagne pendant la guerre d'Espagne. Ces hommes se sont relevés, ont rejoint la deuxième BB, on connaît maintenant beaucoup mieux leur histoire et il nous faut la porter encore plus amplement. On sait qu'ils étaient courageux, on sait qu'ils étaient guidés par des valeurs, on sait qu'ils ont combattu, qu'ils ont tout donné de leur vie. On sait qu'après avoir libéré Paris et après la libération du continent européen, d'une partie du continent européen et la chute de Hitler, on sait que beaucoup d'entre eux se sont retrouvés dans cette catégorie des apatrides parce qu'ils n'ont pas été reconnus dans leur engagement et que la lutte, la reconnaissance a été aussi un très très long chemin. Et ce que nous portons ensemble maintenant depuis quasiment plus de 12 ans que je suis maire et quasiment une vingtaine d'années, je crois que la première cérémonie que nous avons faite, qui n'était pas ici dans ce jardin de la Nueve et qui était sur le quai, a été faite en 2004. Et il y avait encore des survivants qui étaient là. Pour moi, ça restera dans mes souvenirs d'élus. Je n'étais pas encore maire, mais sans doute le souvenir le plus émouvant lorsque les survivants de la Nueve présents à cette cérémonie sont arrivés. Ils m'ont enveloppé dans un drapeau de l'Espagne républicaine. Je crois que j'ai fondu en larmes et que je me souviendrai toute ma vie de ce moment absolument inouï. Et de les voir, de les entendre, de voir aussi l'humilité, la force, les valeurs, l'éthique de ces hommes nous a donné de la force à nous toutes et nous tous pour continuer et faire en sorte qu'il y ait une reconnaissance officielle. Et cette reconnaissance officielle, elle a pu se faire par le temps, par l'action. Elle a pu se faire en donnant le nom de ce jardin de la Nueve, inauguré par le roi d'Espagne. Il y avait là-dedans quelque chose d'un peu étrange, mais là aussi, je venais d'être élue maire et lorsque l'ambassadeur d'Espagne en France m'a appelé pour m'annoncer la visite du roi Philippe et de la reine Laetitia, il m'a demandé ce que nous pourrions leur faire faire. Et je lui ai dit, c'est peut-être un peu osé, mais j'envisage d'inaugurer le jardin de la Nueve pour les combattants de la Nueve au pied de l'hôtel de ville, puisque c'est là que les hommes de la Nueve sont arrivés. Et l'ambassadeur m'a dit, je vous rappelle, dans un quart d'heure, je vais vérifier avec les autorités si... mais il était très enthousiaste, l'ambassadeur. Il m'a rappelé en me disant, ils sont ravis, ils veulent faire ça avec vous. Et donc on a pu faire cette inauguration ensemble ici, ça a été un grand moment et c'est ici depuis que nous nous retrouvons tous les 24 août. Qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve ici? D'abord, on célèbre l'histoire de ces hommes, leur énergie, leur force, leur engagement qui fait que nous pouvons parler ici en liberté et que nous pouvons non pas nous revendiquer, mais en tous les cas revendiquer leurs souvenirs et leur mémoire pour nous donner de la force et nous dire que si on est libre aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont mis toute leur vie dans la balance, toute leur vie en jeu à cette époque-là. C'est aussi évidemment pour se dire que plus jamais ça a été dit par tous les anciens déportés, mais que cette mémoire
doit rester une langue vivante, pas simplement dans des livres qu'on mettrait sur des étagères et que l'on ouvrirait de temps en temps. Cette histoire doit être notre langue vivante, et plus le temps passe, plus la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, plus ces événements tragiques que l'Europe a connus s'éloignent dans le temps, plus les témoins de l'époque disparaissent, plus il est de notre responsabilité, à nous qui avons connu ces témoins, à nous qui connaissons cette histoire, non pas de témoigner à leur place, nous ne serons jamais des témoins à leur place, mais de transmettre et de faire en sorte que cette histoire, cette mémoire reste une langue vivante, un lien entre nous et avec les générations nouvelles, parce que nous voyons bien que l'humain est fait de toutes ces complexités, de toutes ces confusions, de tous ces désirs aussi, et que l'humain est capable du pire et du meilleur, et qu'il oublie assez facilement, puisque les drames ont continué à se développer de par le monde. Alors oui, c'est ce travail que nous faisons. Et c'est un travail qui s'appuie sur les deux notions que vous avez évoquées, aimables, qui sont l'humanisme et la fraternité. C'est ces deux éléments-là qu'on invoque lorsque l'on parle des combattants de la Nueve que nous honorons ici, dans ce jardin qui leur est dédié. Pourquoi? Parce que s'il y a des fondamentaux qu'on ne peut jamais oublier, c'est bien l'humanisme et la fraternité. Si l'on oublie l'humanisme et la fraternité, alors nous ne sommes plus humains, alors plus rien ne nous relie les uns aux autres, autre que la violence et des accès qui ne peuvent construire et qui ne peuvent laisser place à la vie. Et c'est ce travail-là que nous faisons. Je suis très heureuse que depuis finalement 20 ans, nous soyons arrivés à ce niveau de reconnaissance. Je veux remercier les autorités espagnoles parce que les autorités espagnoles, je me souviens aussi lorsque j'ai eu à leur poser la question, le drapeau de l'Espagne républicaine, qui était le drapeau de l'Espagne de cette époque, nous avons souhaité qu'il vienne, qu'il soit présent dans les commémorations officielles. Et il y a eu évidemment une acceptation, je dis évidemment, parce que c'est un gouvernement pour qui c'était évident, d'accepter que ce drapeau participe à toutes nos commémorations officielles, parce que c'est l'Espagne républicaine qui a contribué à la libération de Paris et à la libération de notre pays. Et donc cet accueil dans des cérémonies officielles du drapeau de l'Espagne républicaine est aussi un acte plus que symbolique. C'est un acte politique et c'est un acte qui s'inscrit aussi dans l'avenir, parce que c'est la démocratie dont rêvaient ces républicains espagnols qui se battaient pour elle, qui étaient à l'origine de cet engagement, et c'est ce que nous commémorons aussi ensemble. Et puis, les autorités espagnoles se sont beaucoup engagées, et le ministre le dira dans un instant, dans toute cette question de la mémoire historique. Et à un moment très particulier, 50 ans après la mort de Franco, puisque c'est cette année que, le 20 novembre, que la date de la mort de Franco va marquer la fin de cette dictature. Et que l'Espagne démocratique s'est beaucoup engagée dans la reconnaissance de cette histoire et de cette mémoire, et que cette cérémonie du 24 août est aussi la cérémonie qui relie toute l'Espagne démocratique avec l'histoire démocratique de l'Europe et avec l'histoire de la lutte contre le fascisme en Europe. Et je pense que d'avoir fait, comme l'Espagne l'a fait, du 8 mai, la date aussi, une date officielle qui marque la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais qui marque aussi une date aujourd'hui commémorée en Espagne, c'est un acte aussi politique qui s'inscrit dans le présent et qui ouvre pour l'avenir. Alors bien sûr, l'avenir est toujours incertain. Je forme le vœu, ici je le dis, je serai très vigilante pour que cette cérémonie puisse continuer à se faire dans ces belles conditions. Je ferai tout pour être là pour l'inauguration de ce lieu extraordinaire pour lequel vous vous êtes battus, vous nous avez bousculés, vous avez fait votre travail de militants
Et puis nous avons été aussi évidemment à vos côtés avec Laurence Patrice et avec Catherine Vieux-Charrier. Je voudrais conclure mon propos par un mot de Edgar Morin. Edgar devait venir aujourd'hui, j'ai pu le voir juste avant l'été, il allait bien, il tenait vraiment à venir puisqu'il nous avait raconté il y a quelques années ici comment tout jeune, il était arrivé et il avait vu ces hommes de la Nueve et ici lui-même résistant. Et il m'a envoyé son dernier livre, ou un de ses derniers livres, Y a-t-il des leçons de l'histoire? Et c'est vrai que y a-t-il des leçons de l'histoire? C'est quand même la question qu'on se pose tous en voyant le monde tel qu'il va, en constatant qu'il reste heureusement des forces humanistes, démocrates, fraternelles pour se battre contre tous les risques et tous les prédateurs qui sont aujourd'hui à l'œuvre et très puissants sur la planète, et que les mémoires ou l'histoire ou la leçon d'un Edgar Morin peut peut-être nous aider. J'ai lu ce petit livre, je pense qu'il nous invite à prendre vraiment en compte toute la complexité, bien sûr, de l'humanité, de l'homme, et à regarder l'histoire aussi à partir de sa propre vie et en mêlant l'histoire à toutes les autres observations et à toutes les autres sciences. C'est un peu ce qu'il nous dit de faire. Mais je voudrais lire simplement la conclusion. Il parle de l'histoire. Il dit « Incertaine par nature, elle ne donne de certitude que rétrospective. Une fois le fait accompli, et elle est ordre et désordre, déterminisme et aléa, elle est créatrice et destructrice. L'histoire, elle est révélatrice du génie et de la bêtise. Elle nous révèle toutes les facettes de la nature humaine, des plus sublimes aux plus barbares. La principale leçon de l'histoire est qu'elle met en lumière les divers visages de l'humanité, les différents comportements humains, mais aussi l'étroite combinaison anthropologique de raison et de folie, de technique et de mythe. Elle nous rappelle que l'humanité a toujours été et sera toujours dans le devenir. Merci beaucoup à vous. Monsieur Fernando Martínez López, secrétaire d'État à la mémoire démocratique du gouvernement espagnol. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias, Ana, alcaldesa de París, y a la Asociación 24 de Agosto por volvernos a invitar a participar un año más en este acto de homenaje a los republicanos españoles del exilio, que fueron los primeros en entrar en París y contribuyeron de una manera fundamental para avanzar en la liberación definitiva de París. Un saludo cordial a los compañeros y a las compañeras que han hecho el senderismo y el recorrido por las calles de París que en su día hizo la Nueve. Un saludo especial a todo el equipo de Ana Hidalgo, que siempre nos acogen con tanto cariño. Un saludo especial, embajador, por la acogida que siempre nos haces tú y tu equipo, y especialmente también Antonio Parra, Antoine Parra, alcalde de Argelès-sur-Mer, con el que hemos venido teniendo tantísimo trabajo hablando del exilio republicano español y del campo de Argelès-sur-Mer. Amigos y amigas de Francia y de España, es para mí un honor, como secretario de Estado del Gobierno de España, acompañaros un año más en esta conmemoración en la que recordamos a los republicanos españoles que liberaron París, encuadrados en la 9 del capitán Dron, dentro de lo que fue la segunda división blindada de la Francia Libre. Hoy, aquí, en el Jardín de los Combatientes de la 9, le volvemos a recordar a los 81 años de su gesta y le rendimos homenaje por su valentía, por su generosidad y por su compromiso por la libertad.
Cuando hablamos de los hombres y de las mujeres de la 9, estamos recordando los valores por los que luchaban, por lo que lucharon defendiendo la República Española en aquel momento y por lo que continuaron luchando en el exilio. El Gobierno de España ha querido sellar este reconocimiento con la declaración de este jardín, el Jardín de los Combatientes de la 9, como lugar de memoria. Es la máxima distinción que otorga la Ley de Memoria Democrática. En unos minutos vamos a descubrir la placa conmemorativa que va a recordar siempre que el Gobierno de España reconoce de una manera oficial a los combatientes de la 9. De esta manera, el Jardín de la 9 se va a unir a la tumba de Manuel Azaña en Montauban, a la tumba de Antonio Machado en Collioure y a los campos de concentración de Argelès-sur-Mer como los primeros lugares de memoria del exilio republicano español declarados por el Gobierno de España. Este año de 2025, cuando se cumple el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, el triunfo de los aliados sobre el fascismo y el nazismo, y también el 80 aniversario de la liberación de los campos de concentración y exterminio nazi, estamos asistiendo a un panorama europeo, panorama político europeo e internacional de gran preocupación para todos los demócratas del mundo. Un momento político marcado por la guerra de Ucrania, el genocidio en Gaza y un avance sin precedentes en los últimos años de los populismos y las extremas derechas, plagado de odio, racismo, xenofobia, de bulos y de mentiras que están poniendo en peligro nuestras democracias. La conquista de la democracia y las libertades en Europa costaron millones de muertos, deportaciones generalizadas y una larga reconstrucción para asentar el estado de bienestar que hoy felizmente disfruta Europa. En España, tras una larga guerra de 3 años que terminó con el triunfo del fascismo, el exilio de cerca de 500.000 de compatriotas y una larga y cruel dictadura de cerca de 40 años, logramos conquistar la democracia y las libertades con muchas dificultades. Logramos dotarnos de una Constitución democrática, la Constitución de 1978, y hemos logrado asentar un estado de bienestar que felizmente hoy disfrutamos. Sin embargo, estamos preocupados. Lo que tanto nos ha costado construir en Europa y en España se puede perder en cualquier momento. Por eso, apelo a la memoria. Cuando estamos conmemorando el 81 aniversario de la liberación de París por la 9, no debemos de olvidar que uno de los principales antídotos para hacer frente al avance de la extrema derecha y a los populismos es la memoria, especialmente la memoria de las víctimas. La memoria de todos nuestros compatriotas que dieron sus vidas en la lucha contra el fascismo en España y en Europa. La memoria de los republicanos y republicanas españolas que tuvieron que tomar el camino del exilio de Francia y Argelia, huyendo de la persecución del franquismo, de la represión y de la muerte. La memoria, y estamos aquí para ello, de los héroes de la 9. La memoria de los hombres y de las mujeres de la resistencia. También la memoria de los guerrilleros españoles y las fuerzas francesas del interior que liberaron cerca de 50 departamentos franceses de los nazis. La memoria también de las brigadas internacionales. La memoria del Holocausto. La memoria de las deportaciones masivas y la deshumanización y la barbarie de los campos de exterminio nazi. En suma, apelo a la memoria compartida entre tantas luchadoras y tantos luchadores franceses y españoles contra el fascismo y por la libertad. La conquista de las libertades y la democracia contiene todas esas memorias y muchas más. Es un imperativo ético de todas y todos los demócratas contarlo, especialmente a la gente joven.
Puede que parezca aburrido para algunas gentes contar las cosas que pasaron, pero es necesario hacerlo hoy más que nunca para que llegue a las nuevas generaciones, para que nunca más se vuelvan a repetir los hechos traumáticos del pasado. Debemos de seguir en esto la máxima del gran poeta Luis Cernuda, que decía: recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Hemos de llevar la memoria a las escuelas, a los institutos, a los liceos, y lo tenemos que hacer de una manera atractiva, con nuevos formatos para que se interese, especialmente la gente joven, con historias de vida, con historias particulares, diciéndolo de otra manera, humanizando la memoria. Hace unos meses, diversas encuestas nos alertaban en España de que a un 25% de gente joven entre 18 y 30 años y un 18% de mujeres de esa misma edad no les importaría vivir en un régimen autoritario. Muchos de ellos por desconocimiento y otros por su vinculación a partidos de extrema derecha en España que pretenden especialmente blanquear el franquismo. Este dato desmoscópico nos ha interpelado al Gobierno de España a impulsar una importante campaña de sensibilización entre la gente joven. Una campaña de sensibilización que tiene como objetivo poner encima de la mesa, dar a conocer las diferencias entre vivir en libertad y vivir bajo una dictadura. A ello responde la campaña España en Libertad 50 años, que el Gobierno de España hemos puesto en marcha por todo el país, aprovechando el 50 aniversario de la muerte del dictador. No vamos a conmemorar la muerte del dictador, pero sí vamos a hacer posible que se conozca cómo precisamente a partir de la muerte del dictador, pero también con todas las actividades que los movimientos sociales han venido realizando con anterioridad a la muerte del dictador, ha sido posible la conquista de la libertad y la conquista de la democracia en España. La recuperación de la democracia no fue solo obra de los grandes actores políticos. En la recuperación de la democracia desempeñó un papel fundamental la sociedad española y, como decía antes y después de la muerte del dictador. Por eso estamos recordando sus luchas, estamos recordando sus sacrificios y estamos rindiendo homenaje a los grandes olvidados y a las grandes olvidadas en la conquista de la democracia. Estamos rindiendo homenaje a los movimientos obreros, a los movimientos estudiantiles, a los movimientos de mujeres, a los movimientos vecinales, a aquellos periodistas que apostaron clara y abiertamente por la libertad de expresión. Y en esos reconocimientos van a ocupar un papel singular los republicanos españoles de la 9. Una gran exposición bajo el título 1945, Liberación, tras la huella de la 9 y sus hombres, se va a inaugurar en el mes de noviembre en Madrid, en el Campo del Maro, junto al Palacio Real. Vamos a dar a conocer ante el gran público que fue en África y en las duras condiciones del desierto, donde 146 republicanos españoles empezaron a forjar una leyenda que le llevaría a liberar Túnez, Oriente Medio y desembarcar en las mismas playas de Normandía, dejarse la vida en la cruenta batalla de Uchet y liberar la ciudad de París el 24 de agosto de 1944. La memoria democrática europea no se puede entender de ninguna manera sin los republicanos españoles, que venían de 3 años muy duros de guerra en España por defender un régimen constitucional que era el régimen republicano, luchando contra la avanzadilla fascista del ejército sublevado, pero también sufriendo las acometidas de las tropas de Mussolini y de las tropas de Hitler. En esa memoria compartida no se puede olvidar que España fue el primer campo de batalla contra el fascismo antes de que se produjera la Segunda Guerra Mundial. La lucha antifascista española y la europea están unidas en el compromiso de aquellos republicanos que lucharon por la democracia y la libertad y que entendieron que había que liberar a Europa para después liberar España, cosa que no se produjo.
Muchos dejaron sus vidas en los campos de batalla en defensa de esos ideales, de esos principios de fraternidad y de humanidad, y dejaron también su vida en los campos de exterminio nazi. Otros sobrevivieron y nos legaron su compromiso y su fuerza, una fuerza moral que hoy nos inspira, que hoy nos alienta para combatir los discursos de odio que intentan replicar el enfrentamiento entre ciudadanos y el enfrentamiento entre pueblos. Antes de terminar, quiero trasladar a Ana Hidalgo, la alcaldesa de París, nuestra alcaldesa, el agradecimiento del Gobierno de España, pero también el agradecimiento de todos y de todas las demócratas de nuestro país por tu generosidad, por tu sensibilidad y por tu compromiso con el exilio republicano español. Ana, gracias por tu apoyo, gracias por tu cariño, gracias por tu ejemplo. Tus decisiones y las de todo tu equipo, el impulso de la Asociación del 24 de agosto y obras de historia como las de Evelyn Mesquida y otros historiadores han sido fundamentales para que se reconozca el papel desempeñado por los españoles en la liberación de París. Gracias, gracias a todos, porque ya nadie podrá borrar a la 9 de la historia de la liberación de París. Tiene y siempre tendrá nombre español. Por último, trasladaros que en el contexto internacional en que estamos viviendo, pero también en el marco de la conmemoración del 80 aniversario de la liberación de los campos de exterminio nazi, desde el Gobierno de España hacemos nuestras aquellas reivindicaciones básicas que salieron de un manifiesto de extrema lucidez que sacaron los supervivientes del campo de Mauthausen. Un manifiesto que se hizo en una situación muy complicada para ellos, que acababan de salir de la pesadilla que habían vivido a lo largo de tantos años en los campos de concentración. Un manifiesto en medio de una Europa arrasada y una Europa desolada. Las ideas básicas de ese manifiesto son la libertad como elemento fundamental y en toda su extensión, la fraternidad universal, la colaboración pacífica de todas las naciones y otros elementos importantes, la solidaridad internacional. Y dos cosas que me parece que son fundamentales, que nunca, absolutamente nunca se olvide que hay que seguir luchando contra el fascismo y sobre todo dar a conocer el horror y la crueldad de lo que habían significado los campos de exterminio nazi. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de prevenir para que no rebrotaran. Esa idea del nunca más, que surge de las gargantas de los supervivientes de los campos de exterminio, es algo que es fundamental que en este momento podamos recordar. Es un imperativo ético el nunca más, que hoy se convierte en el hoy más que nunca. Tenemos que estar alerta para que no pueda rebrotar de una manera como antes y con las nuevas formas que tiene en este momento el franquismo, pero fundamentalmente para que nadie, absolutamente nadie, nos pueda destruir la democracia y la libertad. Amigos y amigas de Francia y de España, que los héroes de la 9, que las reivindicaciones básicas de los supervivientes de Mauthausen nos sigan marcando el recorrido hacia algo tan importante como es la solidaridad y como es el compromiso para defender la libertad y para defender la convivencia. Muchas gracias. Madame Anne Hidalgo, maire de Paris, et Monsieur Fernando Martinez Lopez, secrétaire d'État à la mémoire démocratique, vont dévoiler la plaque offerte par le gouvernement espagnol commémorant les lieux de mémoire démocratique. Le gouvernement espagnol rend hommage aux républicains espagnols de la 9 pour leur contribution à la libération de Paris, de l'occupation nazie
le 24 août 1944. Lieu de mémoire. Des socialistes aux communistes, anarchistes et non encartés, ils étaient tous anti-franquistes, les combattants de la Nueve. C'est qu'ils sortaient d'une guerre civile, les ayant conduits à l'exil. Autant dire que ces hommes savaient ce que coûtait la liberté. Et c'est pour ça que leurs blindés portaient des noms Mer España au sein de la 2e DB. Brunete, Madrid, Guernica. Muchas gracias aux républicains espagnols. Muchas gracias d'avoir défendu notre sol. Que chantent les guitares pour nos frères d'armes de la Nueve. Si que canten las guitarras pour l'âme de ceux qui sont tombés. D'Alençon à Château-Gontier, ils furent géants ces ibériques, avec en prime à écoucher les fruits d'une prise d'armes homérique. Entrant par la porte d'Italie, ils sont arrivés les premiers à l'hôtel de ville de Paris, qu'ils contribuèrent à libérer. Puis d'Alsace-Lorraine en Allemagne, ils l'ont terminé en beauté, leur immense et glorieuse campagne. Nos camarades de la Nueve. Muchas gracias aux républicains espagnols. Muchas gracias d'avoir défendu notre sol. Que chantent les guitares pour nos frères d'armes de la Nueve. Si que canten las guitarras pour l'âme de ceux qui sont tombés. Ils étaient plongés dans l'oubli, au plus profond de nos mémoires. Et c'est justice si aujourd'hui ils reprennent leur place dans l'histoire. Muchas gracias aux républicains espagnols. Muchas gracias d'avoir défendu notre sol. Que chantent les guitares pour nos frères d'armes de la Nueve. Si que canten las guitarras pour l'âme de ceux qui sont tombés.